Merci de nous choisir chez vous pour votre émission hebdomadaire Le Monde en 7 sur l'E-World Info. Nos invités sont là. On va parler du Burkina Faso, procès Sankara. Ça démarre enfin. Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo pourrait s'appeler Parti des peuples africains, branche Côte d'Ivoire. Et puis on termine par le Togo, la Cour constitutionnelle rétorque le pass vaccinal pour accéder aux bâtiments administratifs. Nos invités sont tous des journalistes. Lui, Magloire Kemayo, journaliste et écrivain. Lui, vous allez bien? Ça va, merci Bonjour. beaucoup. Bonjour. Nous avons également Fioclou Adangbenou, journaliste, directeur de publication de L'Enquêteur. Doyen, bonjour, vous allez bien? Je vais bien. Bonjour aux téléspectateurs de Nouveau TV. Et bienvenue aux chers confrères sur le plateau. Alors, l'autre confrère, le dernier, c'est David Dagbavi de togosite.com. David, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, ça va. Allez, on commence donc par ce procès Thomas Sankara, 11 octobre 2021, date inoubliable donc pour tous les Burkinabés. C'est la date de l'ouverture du procès de l'ancien président Isidore Noël Thomas Sankara, même si le procès est reporté pour 2 semaines. Les Burkinabés affichent leur satisfaction. On va écouter Mamoudou Zangré, il est visiteur du mémorial Thomas Sankara, et Smoky, artiste musicien, il est membre du ballet citoyen. De ce procès, nous attendons que la lumière soit faite sur son assassinat. On doit nous dire le pourquoi. Pourquoi un homme de ce genre doit être assassiné comme ça. Donc nous attendons vraiment que la lumière soit faite. Nos attentes, c'est simplement qu'on dise le droit, que la vérité soit, que la lumière se fasse, voilà, sur ce dossier ensanglanté, très ensanglanté même, je dirais. Donc c'est vérité et justice. Voilà, nos attentes, c'est que le droit soit le même pour tous et toutes, qu'il n'y ait pas des super citoyens au-dessus des autres. Doyen, vous avez écouté les deux Burkinabés, ils sont là, ils attendent que le droit soit dit. Oui, ça fait 34 ans que le Burkinabé attendait ce procès. Mais pour information, je peux vous dire que moi j'ai quitté le Burkina 2 semaines avant le décès de Thomas Sankara. Puisque les dimanches, on faisait ensemble le sport parce que j'étais chez mon cousin qui était le président de l'amicale des ressortissants togolais au Burkina Faso, au nom de Koudossou Michel. Père à son âme, je connais bien le père de Sankara, ça clique le commandant Ligani, Zongo et autres. Donc vous êtes bien placé pour nous parler un peu de Thomas Sankara. Je peux dire que un peu, parce que quand j'ai appris le 15 octobre 87 qu'il a été tué, j'ai pas cru. Et à la suite des événements, donc, je me suis dit, on dit entre amis, c'est ce qui peut arriver. Donc, ce n'est pas là-bas seulement que ça s'est passé. Si on prend le cas de la Libye, le colonel Kadhafi a fait le coup d'État en déposant le roi Idriss Ier avec le colonel Jaloud. Mais au fil des temps, le colonel Jaloud n'a plus devenu rien. Quand je prends le cas de Kérékou, qui a fait le coup en 26 octobre 1972 au Bénin, à Ypè, à Sogba, à Ladaï, tous étaient partis obligatoires. Là, je peux dire que c'est la règle du jeu. Ouais. Alors, vous avez parlé du 15 octobre, vendredi dernier, c'était le 34e anniversaire. Alors, on va écouter encore d'autres Burkinabés. Pierre Ouedraogo, président du comité international du mémorial Thomas Sankara, et maître Benewede Sankara, avocat des familles des victimes. Saluer les 13 familles éplorées pour leur courage, leur dignité et la foi en la justice de Burkina Faso. Justice de Burkina Faso que je félicite pour le travail fourni qui permet aujourd'hui à la justice militaire de disposer d'un dossier de plus de 20 000 pages pour assurer la manifestation de la vérité dans ce procès historique couvert par plus de 200 journalistes. Thomas Sankara. Mais pendant 27 ans, c'était un blackout. On a essayé d'effacer sa mémoire. Donc c'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui a perduré pendant 34 ans. Mais aujourd'hui, je crois que Thomas Sankara, il n'est pas mort. Comme il le disait, tuer Sankara, des milliers de Sankara vont naître. Eh bien, des milliers sont nés au Burkina, au Sénégal, un peu partout.
Lui, Magloire Kemayo, vous avez écouté tous les Burkinabés. Un procès Thomas Sankara, le procès, la date d'ouverture, c'était le 11 octobre dernier. Quel sentiment vous avez particulièrement en tant qu'Africain? Je crois qu'il est important pour notre histoire, pour les générations qui viennent, de dire toute la vérité sur ce genre d'événements qui se produisent dans nos pays, parce que c'est notre histoire. Ce n'est pas l'histoire rapportée du roi de France ou des rois mérovingiens, c'est l'histoire de nos pays et nous devons la connaître. La seule façon de procéder à cette manifestation de la vérité, c'est d'aller au procès. Même si on ne fait pas un procès pour envoyer les gens en prison, il faudrait au moins qu'ils témoignent, que la justice fasse son travail, que la vérité se manifeste et qu'après, on ouvre le chapitre de la réconciliation pour tourner la page. Parce que Thomas Sankara a quand même marqué sa génération. Au-delà du fait qu'il est devenu président, il avait une vision qui était proprement révolutionnaire. On le compare souvent à Che Guevara, mais je crois que c'est une insulte à son travail, parce que ce qu'il demandait, c'était que les Africains, à commencer par le Burkina Faso, s'approprient leur histoire, s'approprient leur combat et aient une vision de ce qu'ils voudraient pour leur pays, non pas en copiant qui que ce soit, mais en puisant dans leurs propres ressources. Il était contre les impérialismes, il était pour le consommer local, le fait qu'il ait rebaptisé son pays de Haute-Volta en Burkina Faso, avec cette façon d'appeler les ressortissants du pays les Burkinabés, et qui mélange donc trois langues en une seule, le Fulfulde, le Peul et le Moré. Ça montre à quel point il était fier de ses racines et il voulait que tous bâtissent à partir de ce creuset des racines authentiques de chacun des membres du pays, pour que chacun se sente pleinement investi de cela. Et c'est pour ça qu'il avait cette ferme conviction que même si on arrivait à le tuer, d'autres naîtront qui prendront le relais. Et on l'a vu plus de 34 ans après, alors que ceux qui l'ont tué étaient au pouvoir et faisaient tout pour que sa mémoire ne continue pas de vivre. C'est cette jeunesse-là qui est née après la mort de Thomas Sankara, qui est descendue dans la rue et qui a porté le combat pour faire chuter Blaise Compaoré. Donc c'est quelque chose de très important, ne serait-ce que dans la construction de nos nations, dans la gestion de nos indépendances. Il est important qu'on explique comment l'expérience burkinabé, qui a inspiré au-delà des frontières du Burkina Faso, qu'on sache comment elle s'est arrêtée et pourquoi le leader qui portait cela a été tué. Alors, David Jagbavi, tous les Burkinabés, voire les Africains, auraient souhaité que le principal bénéficiaire de ce coup d'État, Blaise Compaoré, soit là. Malheureusement, il ne sera pas là, selon ses avocats. Oui, selon ses avocats et selon lui-même, le principal concerné. Et les raisons qu'ils ont avancées sont relatives à sa sécurité. Le Conseil des avocats estime que c'est un procès politique et donc leur client ne peut pas avoir accès, ne peut pas avoir droit à un procès équitable. Sauf que lorsqu'on parle de l'assassinat de Sankara, c'est toute une histoire. C'est un peu plus de 30 ans que ce sujet est resté dans les tiroirs et que personne n'a levé le petit doigt, surtout sous la présidence de Blaise Compaoré. Personne n'a levé le petit doigt pour ne serait-ce que ressortir ce dossier, rétablir la vérité, dire aux Burkinabés et à l'ensemble du monde entier ce qui s'est vraiment passé, parce qu'aujourd'hui, les Burkinabés attendent beaucoup, au-delà de vos positions politiques, au-delà de vos appartenances politiques dans ce pays. Je pense que quand on parle de Sankara, tout le monde se met d'accord sur la question. C'est un sujet qui réunit tous les Burkinabés qui sont épris de justice et qui ont envie de savoir ce qui s'est vraiment passé. Sauf que le principal concerné, l'ancien président Blaise Compaoré, ne pourra pas être là. Et ce qui est important, ce qui est intéressant dans les procès, c'est que même si vous n'êtes pas là, le procès, il va avoir lieu. La preuve, le procès, il était ouvert depuis la semaine dernière. Il a été suspendu pour repartir dans deux petites semaines. Ça veut dire que quand la machine est lancée, c'est pour arriver à bon port. Et donc il faudrait véritablement que la vérité soit dite et que ce qui s'est vraiment passé en octobre 87 à Ouaga puisse être connu de tous. Au-delà de tout, Sankara a été un président de la République. Il a gouverné, il a dirigé tout un pays. Et donc, il faut, pour sa mémoire, pour la mémoire de sa famille, également pour la mémoire de tous ces Burkinabés, de tous ces Africains qui sont épris de justice, il faut que ce qui s'est vraiment passé en octobre 87
puisse être dit. C'est vrai, on parle de procès, on parle de justice, on parle d'assassinat. Mais on sait un peu la complexité avec laquelle ces différents procès se déroulent. Mais dans d'autres pays, de grands procès, on peut trouver des conclusions à la fin. Et donc aujourd'hui, si Blaise n'est pas là, tant pis pour lui. L'idéal aurait été qu'il soit là, puisque pendant très longtemps, les gens ont porté des accusations sur lui. Il était celui sur qui beaucoup d'observateurs, beaucoup d'Africains ont mis l'assassinat de Sankara. Et pendant très longtemps, il a nié avoir été concerné par cet assassinat. C'était le bon moment pour lui de venir s'expliquer, de venir dire véritablement ce qui s'est passé pour que ce voile-là puisse être levé. Sauf que ses avocats ont trouvé la parade juste pour lui permettre de parvenir. Ils parlent de procès politique. Ils avancent la raison de l'insécurité pour Blaise Compaoré, etc. Sauf que, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il soit là ou pas, le procès va avancer. Alors, Louis Magloire, je reviens vers vous. Procès politique selon ces avocats, ce sont les déclarations des avocats. Il faut préciser que c'est suite à leur demande que ce procès a été reporté pour qu'ils puissent étudier les 20 000 pièces du dossier. Oui, la première raison pour laquelle il ne peut pas être extradé pour l'instant, qui fait véritablement blocage, c'est qu'il a la nationalité ivoirienne et que la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants. Donc, dans ce cas de figure-là, il est très compliqué de venir lui forcer la main, à moins que les deux pays mettent en vigueur un accord qui leur permet de créer un couloir pour rapatrier le président Compaoré. Il est impossible pratiquement de le faire entrer au pays. La deuxième chose, c'est qu'il y a un mandat d'arrêt qui avait été lancé contre lui. Ses avocats estiment que ce mandat a été annulé à un certain moment et qu'à partir du moment où il n'y a pas de mandat d'arrêt lancé contre Blaise Compaoré, il n'y a pas de raison qu'il aille au procès. Et puis le troisième argument qu'ils avancent, c'est que le dossier, ils n'y ont pas accès, et donc n'ayant pas eu accès au dossier, ils ne peuvent pas déplacer leurs clients et ils ne peuvent pas eux-mêmes venir au procès. Ce sont les raisons qu'ils évoquent pour l'instant, qui sont très politiques. Ils ont même avancé un autre argument, qui est que l'unité nationale commande qu'il y ait d'abord une amnistie avant qu'on commence le procès. C'est placer la charrue avant les bœufs. On ne peut pas amnistier quelqu'un alors qu'il n'a jamais été jugé. Et puis, dernier élément, je ne voudrais pas faire le chapelet de toutes les récriminations, mais il y a une autre chose que l'un des avocats a avancé. Il a estimé qu'aujourd'hui, la priorité pour les Burkinabés, c'est la lutte contre le terrorisme. Et donc, on ne peut pas venir juger le président Compaoré aujourd'hui, alors qu'il y a une nécessité de sécuriser le territoire et qu'il faut, pour cela, rassembler toutes les énergies autour de la volonté de sécuriser le pays et donc rassembler toutes les forces vives de la nation, y compris le président Blaise Compaoré. Donc, ce sont toutes ces raisons qui ont été évoquées, mais j'estime pour ma part que ce sont des miroirs aux alouettes. C'est une façon de distraire l'attention des gens par rapport à ce procès qui est capital dans l'histoire du Burkina Faso, parce que on retient seulement la partie présidentielle de Thomas Sankara. On oublie qu'il a été ministre, on oublie qu'il a été premier ministre, et que c'est à la fin du processus pratiquement qu'il devient président, et que ce travail qu'il a fait sur le terrain, il l'a fait avec Blaise Compaoré. Il y a un certain moment, ils ont estimé au sein de ceux qui l'ont assassiné que le pays allait vers sa ruine et que s'il maintenait le président Thomas Sankara à la tête du pouvoir, peut-être que la faillite serait encore plus importante que celle que le pays a connue par la suite. Donc, qu'ils viennent nous expliquer en quoi c'était un gros échec et pourquoi le pays allait dans le mur et comment ils ont pu redresser la barre pour que le pays n'aille pas dans le mur. Donc, pour moi, c'est ça qui est prioritaire. C'est pas le fait d'expliquer que un pays ne peut pas mener plusieurs combats en même temps. On lutte contre le chômage, on lutte pour la formation des jeunes, on fait plusieurs choses en même temps. On n'est pas obligé de faire les choses les unes après les autres. Je pense qu'il y a la capacité, avec toute l'élite dont dispose le Burkina Faso aujourd'hui, non seulement de juger les personnes, d'avoir une justice fiable, mais également de continuer tous les autres combats. Dernier élément que je n'ai pas relevé, mais c'est l'incapacité, parce que les avocats de Blaise Compaoré avaient saisi la Cour européenne de justice pour qu'elle se prononce sur le fait de pouvoir l'extrader ou pas.
la justice européenne avait rendu son verdict en disant que la justice burkinabé n'est pas encore prête à juger. Mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Il y a d'autres dignitaires qui ont été jugés. Certains ont même été condamnés, mais ont bénéficié de la possibilité de sortir du pays pour aller se faire soigner. Et c'est pour ça que finalement, on a accordé que non seulement François Compaoré soit rapatrié, mais qu'il serait bon dans ces conditions-là que Blaise Compaoré, qui était quand même à la tête de tous ces appareils-là, qui était le numéro 2 du régime, qu'il revienne également pour témoigner. Vous avez dit qu'ils viennent répondre, ça veut dire que ce n'est pas seulement Blaise Compaoré, il y a également Gilbert Diendéré, Hyacinthe Kafando et tant d'autres. Doyen, on parle aussi de certains pays, les gens parlent de la Côte d'Ivoire, de la main de la Côte d'Ivoire, de Faith-Boigny, de la France, également de la Libye de Kadhafi. Moi, je pense que tout ça, là, ce sont des rumeurs. Et si ce procès aboutit, il serait nécessaire que les commanditaires et les exécutants soient au procès pour dire effectivement ce qui s'est réellement passé. Parce que quand on parle d'assassinat, il y a les commanditaires et les exécutants. Ouais. Et nous savons que Blaise, après l'assassinat de Thomas Sankara, a pris le pouvoir et a parlé de rectification. Et lors de l'assassinat, il y a M. Hyacinthe Kafando, qui est le chef des commandos. Et Gilbert Diendéré est chef sécurité de Blaise Compaoré du Campo, non loin de la frontière du Ghana. C'est la Béret Rouge. Et aujourd'hui, moi, je dis oui, je suis d'accord avec ce procès, parce que ce procès-là va faire des révélations. Et les pays impliqués seront confirmés ou infirmés, mais l'essentiel, c'est une affaire burkinabé. C'est pourquoi moi, je souhaite que ce procès-là ait lieu et aille au bout. Alors, David, on sait déjà que Blaise Compaoré est dans le pétrin, il est dans d'autres dossiers. Ce n'est pas ce qui fait sa trouille, finalement. Je crois qu'il a plus peur d'être rattrapé par l'histoire. Vous savez, quand vous avez passé 27 années à diriger un pays et que vous avez donné l'impression d'avoir été celui qui a apporté le changement, celui qui a apporté la transformation, celui qui a apporté la démocratie, et qu'à la suite, on vous taxe d'assassin ou alors d'accuser, on vous accuse d'être responsable du décès d'un ancien chef d'État, ça pèse beaucoup. Vous allez comprendre aisément que pendant 27 ans, Compaoré n'a jamais fait l'effort de ressortir ce dossier. Ouais. Il aurait pu le faire. Il avait toutes les chances de le faire. Il était président de la République, il avait l'appareil judiciaire entre ses mains, il avait... il pouvait... Il était très proche de la famille Sankara aussi. Donc il pouvait ressortir ce dossier, le faire passer en justice et puis après peut-être retrouver la formule qu'il faut pour apaiser les cœurs. Il n'a pas pu il n'a jamais voulu. Il n'a pas voulu le faire, il n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des tons de vérité qui pèsent sur lui. Et moi, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que pendant des années, on vous accuse d'avoir été l'assassin d'un chef d'État. Vous aviez nié, vous aviez rejeté ces accusations. Aujourd'hui, vous n'êtes plus au pouvoir et on sort en procès contre vous et vous refusez de venir témoigner, d'être présent dans ce procès-là. Je crois que c'est quand même assez extraordinaire. Quoi qu'on dise, j'estime quand même que Blaise Compaoré reste encore dans le cœur de certains Burkinabés. Oui, bien sûr. Et je ne vois pas d'intérêt à l'actuel président Kaboré de jeter son dévolu sur Blaise Compaoré. Ici, on parle d'un procès historique et tous les Burkinabés, de quelque bord politique que ce soit, se retrouvent. Lorsqu'on parle de Sankara, tout le monde se retrouve dans un même creuset. Ils ont besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé. Et ce n'est pas seulement les Burkinabés, c'est les Africains. C'est l'ensemble des compétences que l'Afrique avait connues quand on parle de Sankara dans le temps. Tout le monde a envie de savoir qui était cet homme-là, quelle était sa philosophie, quelle était sa politique, etc. Mais aujourd'hui, on se demande si vraiment Compaoré a envie que ce dossier soit clos pour de bon, parce qu'il en va aussi de son image et de tout ce qu'il a incarné comme chef d'État, ancien président du Burkina Faso. Oui, je voulais ajouter que en 83, quand il a été nommé Premier ministre par le commandant médecin Jean-Baptiste Ouédraogo, qui a renversé Serge Herbo, il a été arrêté le 17 mai 83 pour ses intentions révolutionnaires et progressistes. Et c'est
fort de sa solidarité avec le commandant Lingani, Blaise Compaoré, capitaine, et le capitaine Zongo, que le coup d'État du 4 août a été fait. Et ensemble, ils ont accepté de mettre Sankara au pouvoir le 4 août 83. Et un an plus tard, il a changé le nom du pays, Haute-Volta, en pays des hommes intègres. Je peux vous affirmer que quand il a eu le pouvoir le 4 août 83, le jour-là, c'était une liesse populaire à Ouagadougou. Les femmes, les jeunes étaient tous dans la rue. Moi, en ce moment, j'étais dans le quartier Saint-Léon. Et suite à la proclamation du Conseil national révolutionnaire, il a dissous l'autorité des chefs traditionnels et a mis en place les conseils de défense de la révolution, les CDR, qui avaient le pouvoir de vérifier les problèmes des quartiers, eau, électricité, salubrité et autres, et même aller dans les services pour contrôler ce qui se fait. Disons qu'à partir de ce moment, il a tout le pouvoir pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il veut. Il a été élu président par ses pairs, les Blaise et autres, et il avait les mains libres pour faire ce qu'il veut. Ce qui veut dire qu'à partir de cette adhésion populaire, il a eu le charisme. Et je me souviens que l'ambassadeur de France avait offert une ambulance qui faisait 12 litres au 100. Il n'a pas réceptionné le véhicule à Ouagadougou. Il était sur la route de Koudougou et sous un manguier dans un établissement scolaire, et il posait la question à l'ambassadeur. Il sait que le Burkina est un pays pauvre. Pourquoi ils n'ont pas donné un véhicule de 8 à 10 litres au 100? Pourquoi c'est 12 litres au 100? Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour acheter le carburant, alors que le carburant coûte plus cher? L'ambassadeur l'a regardé comme ça, il n'a pas pu répondre. Depuis ce jour, j'ai compris que ce monsieur est quelqu'un qui voudrait qu'on sorte du joug du néocolonialisme. Et il était adulé. Et sa mort, le 15 octobre 1987, a été une surprise et un étonnement total pour les compatriotes africains qui parlaient du panafricanisme. Alors, lui, Magloire Kemayo, on va également parler de sa femme, l'ancienne première dame, Mariama Sankara, qui a fait un grand boulot. Elle a quitté la France pour le Burkina Faso pour assister aussi à ce procès de son mari. Oui, elle a fait un travail de mémoire très important. Elle a continué de maintenir la flamme de ce que son mari a allumé, Thomas Sankara. Et c'est grâce à ce travail aussi, quelque part, qu'elle est arrivée à fédérer autour de la cause de Thomas Sankara un certain nombre de personnes, des journalistes, des politiciens, et aujourd'hui la société civile également au niveau du Burkina Faso. Donc ce travail-là est à saluer. Elle ne s'est pas avouée vaincue. Elle a pris la peine de continuer à sensibiliser les journalistes et d'autres personnes. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Espérons que non seulement on aura toute la vérité là-dessus, mais qu'on pourra rétablir dans son authenticité le combat de Thomas Sankara. Parce que c'est un homme qui était visionnaire, à la fois sur la question de la dette des pays africains, sur la question de l'écologie, sur la question de l'impérialisme, sur des tas de questions aujourd'hui, l'écologie également, sur des tas de questions de ce type-là. Il était très en avance. La question des droits des femmes, il a été un avocat infatigable de toutes ces causes-là. Et je crois que ce ne serait que justice aujourd'hui, non seulement de rétablir toute la vérité sur la manière dont il a été tué, puisque c'est quand même si aujourd'hui le procès n'a pas eu lieu, les éléments dont on dispose montrent que tout partait quand même du bureau de Blaise Compaoré pour aboutir à son assassinat. Et donc rétablir cette vérité-là permettra au moins au pays, comme dans un cas de traumatisme, d'avoir droit à une assistance post-traumatique qui lui permettra de repartir sur une meilleure base. Alors David, quel sera selon vous l'impact de ce procès dans la société burkinabé et dans la société africaine? L'impact, il est multiforme. D'abord, ça permettra de clôturer toutes ces années d'interrogation relatives à l'assassinat de Sankara.
Et également aussi de faire aboutir toutes ces années de combat que le peuple burkinabé a mené pendant très longtemps pour que la vérité puisse être dite, pour que justice puisse être faite, pour que les circonstances du décès de Sankara puissent être connues de tous et que les responsabilités soient aussi partagées. Et donc aujourd'hui, on peut quand même s'accorder sur en fait, c'est que beaucoup d'espoirs sont contenus dans ce procès-là, de la part de ces Burkinabés. Que vous soyez jeune, adulte ou vieux, il y a toujours cette interrogation qui vous fait ramener vers cette période d'assassinat du président Sankara. Vous avez parlé tout à l'heure de l'investissement de sa femme. Ouais. Oui, c'est un combat perpétuel qu'elle s'est promise de mener. Elle a mené bien. Et pour a elle, c'est un associé- jour de vérité. Voilà, elle a associé toutes les compétences qu'il faut pour que ce dossier ne soit pas éteint totalement. Et aujourd'hui, tout lui donne raison. Et ce n'est pas seulement la famille Sankara, c'est l'ensemble de ces jeunes, c'est l'ensemble de ces ardeurs, de ces Burkinabés qui se retrouvaient dans la politique du président Sankara. Et donc les résultats, ou alors les conclusions, permettront aussi de fermer une page sombre de l'histoire politique du Burkina Faso. Nous, le président, l'ancien président togolais Olympio a été assassiné en 1963. À l'heure où nous parlons, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Des interrogations fusent de partout. Et donc s'il y a cette volonté de la part du gouvernement actuel d'aller vers la connaissance de la vérité de tout ce qui s'était passé en 87 à l'assassinat de Sankara. Au Burkina Faso, ce n'était pas le gouvernement, c'est la société civile. Oui, la société Vous pensez civile. qu'au Togo aussi, la société civile et d'autres acteurs peuvent faire un travail de fourmi pour cela? Mais ça a été fait. Des combats ont été menés au Togo pour que la vérité soit dite sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Puisqu'à un moment, Eyadema disait que ce n'était pas lui qui a tiré sur Olympio. Des gens disaient que c'était lui. Il a passé 38 années au pouvoir. Il n'a rien fait dans ce dossier-là. C'est le premier obstacle. Le second obstacle, c'est aussi le refus de la famille Olympio d'être ouverte à la recherche de la vérité. Vous avez vu, dernièrement, on parlait de déclassification des dossiers, du dossier de l'assassinat. Et qu'à un moment, la famille aurait dit oui. Après, ils sont revenus dire non. Le dossier. Vous pensez que c'est ce que la famille Sankara, elle, a eu à faire? Mais Sankara, c'est une vision. Ce n'est pas seulement un nom de famille. Ce n'est pas seulement une personnalité. C'est une carrure politique. C'est une révolution entière qui a fait changer le Burkina. Sankara, son nom ne lui appartient plus, ni à lui, ni à sa famille. Le nom Sankara appartient aujourd'hui à cette forte génération de Burkinabés qui aspirent à la justice. Et donc, personne ne peut s'opposer. Et au Burkina, la chance, c'est que tous les acteurs, de quelque bord politique que vous soyez, se retrouvent dans ce combat pour la recherche de la vérité. Et donc, tout le monde s'y est mis. Personne n'a récupéré le procès de Sankara. Et même si ce n'est pas Kaboré qui était au pouvoir, si c'est un ancien et un autre Burkinabé qui était au pouvoir, je pense qu'il faut le faire pour rester aussi dans le cœur des Burkinabés. Il faut le faire pour que les Burkinabés vous disent après, c'est grâce à vous, c'était sous votre présidence que nous avions connu la vérité sur les conditions d'assassinat de Sankara. Peut-être avec Gilbert Diendéré, on va connaître un peu la vérité. Fioclou d'Anglenou, puisque lui, il est là. Je sais que Gilbert Diendéré était le chef sécurité de Blaise Compaoré, mais je ne sais pas s'il est trempé jusqu'au cou. Mais la seule personne qui pourrait dire beaucoup de choses, c'est le chef du commando, Yacet Kafando, qui a quitté le Burkina en 2014. Il était au Burkina jusqu'en 2014. Et d'après mes informations, c'est le président qui a assumé la transition, le colonel Zida, qui lui a dit de quitter quand il a appris qu'on est en train de mettre en place d'une commission, un mandat d'arrêt contre lui. C'est lui qui a dit de quitter le pays. Il est allé en Côte d'Ivoire et depuis, on n'a plus eu de ses nouvelles. S'il est là, s'il est parti quelque part, on ne sait plus. Mais ce qui est là, c'est que ce mandat d'arrêt est toujours en cours. Voilà, c'est pourquoi moi je dis, ce procès-là a commencé, ça va aboutir, mais les Burkinabés resteront sur leur soif et leur faim. En ce sens que ceux-là qui doivent dire réellement ce qui s'est passé ne sont pas là. Et c'est à partir des témoignages que le procès sera greffé, sera, à mon point de vue,
sera un peu subjectif, les témoignages. Si les acteurs, les commanditaires, les exécutants étaient là, on leur demande le mobile de pourquoi vous avez fait ce projet, pourquoi toi aussi tu as accepté d'aller commettre ce forfait, tout ça. Si tout ça a été dit, ça serait bien, mais à mon point de vue, on n'aura pas tous ces éléments-là. Lui, Magloire Kirmayo, vous ne pensez pas qu'on va trop en demander à Gilbert Diendéré, puisque Yasseb Kafando n'est pas là, Blaise Compaoré, qui l'a servi durant des années également, n'est pas là, lui qui est déjà condamné au Burkina Faso? Non, peut-être qu'il portera le chapeau, peut-être aussi qu'il sera dans la posture du militaire qui respecte l'engagement qu'il a pris vis-à-vis d'un supérieur, même s'il était devenu président et qu'il n'était plus forcément dans des fonctions militaires. Peut-être qu'il pratiquera cette omerta-là et n'ira pas au-delà de la part du témoignage qui concerne sa responsabilité propre. Donc, ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y ait pas tous les acteurs. Ça, c'est un vrai problème. Parce que, au-delà du fait que ce soit un procès de Burkinabé, que ce soit une affaire purement burkinabé, c'est aussi un enjeu pour l'Afrique. Parce que nous étions en pleine guerre froide à cette époque-là et que les prises de position de Blaise Compaoré étaient perçues comme hostiles par la France et par tout le camp des pays de l'OTAN qui considéraient qu'ils basculaient dans le mauvais camp. N'oublions pas qu'il y avait quand même des gens qui venaient être formés depuis Cuba, depuis la Corée du Nord, depuis l'Union soviétique et depuis la Chine même, et que tout cela n'était pas très bien perçu. Et donc, à côté, il y a eu besoin de s'allier avec certains partenaires qui auraient pu rendre cela possible. On a cité le nom de Kadhafi à un certain moment, on a cité le nom de certains leaders au Libéria, on a cité d'autres noms en Côte d'Ivoire. Donc tout cela constitue une nébuleuse dans laquelle il sera difficile de faire la part des choses tant que les vrais commanditaires ne seront pas jugés. Là, on a des seconds couteaux, et puis le général, je suis à peu près convaincu qu'il s'en tiendra à sa propre responsabilité. Il n'ira pas au-delà pour mouiller Blaise Compaoré. Voilà. J'en suis à peu près convaincu. Et les exécutants qui sont allés tirer sur Thomas Sankara et 12 de ses compagnons, eux aussi, ils se contenteront de dire ce qu'ils ont fait. Mais ça ne nous donnera pas l'intégralité de la vérité. Nous avons besoin de dézoomer et de faire en sorte que même pour les pays africains, vu le nombre de coups d'État qu'il y a eu pendant cette guerre froide-là, comprendre comment le mécanisme fonctionnait, comprendre à quelle pression ils étaient soumis et quelles étaient les promesses qui leur étaient faites pour qu'ils s'exécutent. Parce que je me souviens quand même des discours enflammés de Blaise Compaoré quand il disait qu'il y a des chancelleries dans leur pays qui sont en train de manigancer contre la révolution et qu'ils les trouveront sur leur chemin. De Thomas Sankara. Non, ça c'était Blaise Compaoré. C'est-à-dire que Thomas Sankara l'avait dit, mais Blaise Compaoré également a tenu des meetings dans lesquels il annonçait qu'il y a des chancelleries sur place, et il visait notamment celle de la Côte d'Ivoire, qui manigançaient, qui préparaient des coups contre la révolution, mais qu'elles les trouveraient, eux, les militaires et les révolutionnaires, sur leur chemin. C'est à l'époque de la Révolution. C'est à l'époque de la Révolution. Donc, il faut comprendre ce qui s'est passé pour qu'il passe de ce stade de fervent défenseur de la Révolution, de celui qui a fait le coup d'État quand même pour placer Thomas Sankara au pouvoir, à celui qui participe à sa mort. Enfin, il faut établir les responsabilités, mais quand on voit tout le faisceau d'accusations qui est porté contre lui, c'est quand même lui qui participe à la chute et à l'assassinat de Thomas Sankara. Oui, doyen, il faut noter aussi que de 1966 à 1987, le Burkina a connu 4 coups d'État. En 1966, c'est le lieutenant-colonel Lamizana qui a déposé le père de la nation, Maurice Yamego, et lui, il a été déposé en 1980 par Seïs Zerbo. Seïs Zerbo a été déposé en 1982 par le commandant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été déposé par le coup d'État de Thomas Sankara. Ce qui veut dire que de 1966 à 1982, il y a eu une période d'instabilité. Ce qui veut dire que les militaires se sont fait remarquer pendant cette période d'insécurité dans ce pays. Et c'est Sankara qui est venu donner une autre vision au pays en changeant le nom et en donnant un nouvel élan aux jeunes. Puisqu'il disait que le pouvoir appartient au peuple, il a changé le nom du pays, le drapeau, l'hymne, et la devise qui est devenue la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Oui, David. Je crois qu'il faut aussi noter le malaise dans lequel Sankara mettait beaucoup de présidents africains dans le temps, et même
son homologue français. Je me rappelle de la visite François Mitterrand. oui, de François Mitterrand, où Sankara n'a pas été assez courtois envers lui. Hein. Il lui a dit toutes les vérités. Et quand vous sortez trop de vérités aussi, ça dérange. Notamment sur l'Afrique du Sud. Voilà. Il se plaignait du fait que la France avait reçu le président sud-africain Voilà. et que le président sud-africain avait du sang sur les mains et qu'il ne pouvait pas venir souiller le territoire de la France avec tout ce sang. Donc ça fait partie C'est ça. des choses politiques. Et donc, ces relations aussi avec la Côte d'Ivoire et même le Togo, on citait tous les pays, vous citez tous les pays, vous n'avez pas cité le Togo, comparé. Lui et Blaise ont fait une formation militaire ici, quand tu me dis avec les parents. Ici. Même à Kwewa, là-bas, vers le nord, ils ont reçu des formations militaires ici. Et donc, le Togo avait été aussi cité indirectement dans l'assassinat de Sankara. Sauf que les responsabilités sont assez partagées à un degré différent. Il faut comprendre que ce révolutionnaire, ce chef d'État, avait envie de se démarquer des vieilles habitudes colonialistes où c'est la France qui décidait à la place des pays africains, ou alors c'est une puissance africaine qui participait à stabiliser ou à déstabiliser un pays. Il avait véritablement envie de faire changer tout cela. Il a commencé par un début, ça a commencé par prendre, et puis après, il n'a pas pu finir parce que sa politique commençait véritablement par déranger. Et quand ça dérange, on s'allie avec les ennemis voisins pour déstabiliser. La Côte d'Ivoire avait joué un rôle très important dans la déstabilisation du Burkina Faso. Et ça, personne ne peut le nier. C'était sous le président Félix Houphouët-Boigny, où les rapports entre Sankara et Houphouët-Boigny n'étaient pas au top. Et ça, juste une parenthèse. Le président Houphouët-Boigny, par exemple, était président de la CEDEAO à l'époque, et il y avait un passage de témoin qui devait se faire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il a préféré ne pas passer le témoin au Burkina, mais le faire avec le Mali, par exemple, parce qu'il ne voulait pas avoir à traiter avec le président Thomas Sankara, qui était pour lui un mauvais élément et qui devait être puni pour cette raison-là. Donc il l'a isolé. Le Burkina a même menacé de quitter l'organisation régionale, mais c'est le Sénégal qui a fait l'entre-gens, qui a négocié pour qu'il reste dans l'organisation. Avant de fermer la parenthèse et de donner la parole à David, qu'est-ce qui les divise tant? Ce qui les divise, c'est l'insolence, par exemple. L'insolence, notamment l'insolence. Et puis, le fait que, pour Houphouët-Boigny, quand il parlait de France-Afrique, aujourd'hui, ça a un autre sens. Mais quand il parlait de France-Afrique, pour lui, il fallait que l'Afrique, qui a été colonisée par la France, reste dans le giron de la France, reste dans le précaré français, et que cette relation fusionnelle-là ne s'arrête jamais. Ce qui n'était pas du tout la position de Thomas Sankara. Pour lui, il fallait que l'Afrique puise dans ses ressources, se base sur ses capacités pour se développer. Il disait, pourquoi avoir du champagne pour une minorité quand on peut fournir de l'eau à tout le monde? Donc il faut savoir trouver les priorités. Pourquoi continuer d'aller se battre, enfin d'isoler les femmes alors qu'elles font plus de la moitié de la population? Même si elles ne font que la moitié, il faut leur donner tous les droits qui vont avec la part démographique qu'elles ont dans la société. Et donc tous ces éléments-là, sur ces éléments-là, il n'était pas en accord avec tous ses pairs et ils lui ont fait payer très cher. Ah oui, David, il a fermé sa parenthèse. Avant que David ne prenne la parole, je voulais ouvrir aussi une parenthèse. Oui, je veux dire que dans la sous-région à l'époque, il y avait le Ghana, le Bénin, qui étaient des pays révolutionnaires, et le Burkina Faso. Or, la Côte d'Ivoire avait la frontière avec le Ghana et avec la Côte d'Ivoire et avec le Burkina. Ce qui veut dire que ça n'allait toujours pas. Ça, il y avait la guerre froide qui battait son plein, et le Lomé était un centre pour tous les services de renseignement. David, on revient vers vous. Oui, vous savez, beaucoup s'accordent à dire aussi que Sankara a été aussi trop fabriqué. C'est-à-dire, cette énigme-là, pour beaucoup, c'était un peu trop. Fabriqué par qui? Fabriqué parce que, quand on parle de Sankara, ça bouge de toutes parts. C'est-à-dire, c'est comme pour beaucoup d'observateurs qui s'accordent à dire qu'il est temps pour qu'on enlève ce mystère-là, ou qu'on démystifie un peu Sankara, et qu'on aille au bout de ce procès. C'est le moment de dire véritablement qui était Sankara. Donc certains estiment que l'énigme ou l'icône qu'on attribue à Sankara était un peu trop fabriquée. Par rapport à certaines figures emblématiques. Magloire parlait tout à l'heure de Che Guevara.
à qui on comparait un peu Sankara. Et d'autres révolutionnaires qu'on a connus en Amérique du Sud, en Afrique. Comme tel que Patrice Lumumba au Congo. Voilà. Et tout ça, peut-être que ce n'est pas Blaise Compaoré et sa gestion qui ont fait tout cela, parce que comme vous l'aviez dit, à un moment donné, le peuple voulait la vérité. Oui, mais malheureusement, c'est pour ça que Compaoré, les Burkinabés n'ont jamais porté Compaoré dans leur cœur. Jamais. Bon, quand il une était, partie, en tout cas, c'est cette même partie qu'il avait fait partir de la présidence du Faso. Il y a quelques années. Pas les militants de Compaoré dans non, je ne parle pas de militants de Compaoré. Je dis, c'est parce que Compaoré n'a pas pu réussir à apporter la réponse aux Burkinabés que pendant ces 27 années de pouvoir, les Burkinabés ne l'ont jamais porté dans leur cœur. Compaoré s'est imposé, on a vu comment il organisait les élections présidentielles pour se maintenir, malgré les fraudes et tout ça. Ben, il a appris de quelque part. Tout le monde sait que les Burkinabés avaient soif de changement. Et quand l'occasion s'était présentée, tout de suite, vous avez vu les résultats. Oui, les gens étaient sortis, ils sont allés le faire partir du pouvoir. Il était parti. Et donc, Compaoré aurait pu réécrire... Tout connaît bien la raison, c'est le toilettage de la Constitution. Oui, c'est vrai. C'est ce qui était à la base. Son propre parti ne sont pas d'accord. Oui, c'est ce que je dis. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Et donc, c'est pas la première fois que Compaoré tripatouillait ou peut-être la Constitution ou les résultats des élections présidentielles pour se maintenir au pouvoir. Mais ce qu'il avait fait dernièrement, c'était la dernière goutte d'eau. Il ne fallait pas toucher à ça. Et les Burkinabés tout de suite se sont mobilisés pour le faire partir. Compaoré aurait pu rester encore dans le cœur des Burkinabés. S'il avait choisi peut-être un dauphin, même pas aller jusque-là, mais ne serait-ce que peut-être proposer un procès à la va-vite où tout de suite on colle des responsabilités à tel, on les met au Louvre pour quelque temps, et puis voilà, ça peut apaiser. Mais si pendant toutes ces années de pouvoir, vous n'avez pas fait tout ça, et qu'à la suite de votre départ, le nouveau président ressort ce dossier-là, mais attendez-vous à recevoir des balles. Lui, Magloire, c'est que vous voulez ajouter quelque chose, mais ce nouveau président qui a aussi traité avec Blaise Compaoré à un certain moment. Il a été son président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre. Non, je pense que on ne devrait plus aujourd'hui juger nos présidents comme s'ils étaient des pestiférés. Je crois que ce manque de respect-là à la fonction présidentielle ne devrait pas se perpétuer comme on le voit aujourd'hui. Il a été chef de l'État. Regardons dans d'autres pays comment les chefs d'État sont jugés. Ils sont jugés pour les faits qui leur sont reprochés, mais la volonté d'humiliation extrême que nous avons dans la plupart de nos pays ne donne pas de bons signaux pour que les gens se mettent à table. Et je crois que même si, quelque part, cette conduite que personnellement je condamne avait lieu, il faudrait que le président Compaoré arrive soit à rédiger un livre, soit à faire des témoignages audiovisuels qui pourront être versés dans le dossier pour qu'on puisse quelque part avoir au moins sa version des faits. Ça, c'est très important. Parce que, quelque part, quand vous prenez l'exemple d'un Bokassa, par exemple, qui avait été condamné, qui avait été d'abord renversé du pouvoir alors qu'il était à l'extérieur de son pays, mais qui a fait tous les efforts pour rentrer et être jugé dans son pays par la justice de son pays, ça prouve à quel point il avait le respect des institutions. Et donc, pour ce respect-là, il doit être dans les deux sens. C'est-à-dire le président doit respecter les institutions en se soumettant à leur volonté, et les institutions doivent rendre ce respect au président en lui gardant sa dignité. Pour moi, si ces deux préalables-là sont remplis, il est à peu près certain que les procès se passeront de manière un peu plus fluide que l'on a pu le constater jusqu'à présent, et que la manifestation de la vérité profitera à tout le monde au bout du compte. Fiocrou, je me suis posé même cette question. On pouvait organiser ce procès très loin. Il pouvait être en Côte d'Ivoire avec l'évolution de la technologie. Moi, j'ai appris qu'on a tenté de faire une vidéoconférence. 16 avocats ont dit non. Et lui-même n'a pas voulu parler. Parce que la manière dont il était parti jusqu'à ce jour, il n'a pas aimé. Il n'a pas digéré. Il n'a pas aimé. Et sachant que l'ouverture de ce procès pourrait arriver un de ces 4 matins, il a vite fait de demander la nationalité ivoirienne pour le mettre hors d'état de nuit. On dit que sa femme est ivoirienne. Sa femme est ivoirienne. Donc il a pris la nationalité de sa femme et aujourd'hui il est couvert. Comme le dit le test ivoirien, les Ivoiriens ne sont pas extradables. Donc nous sommes sur ce point. Tout ce que disent ces avocats, tout ça, c'est pour amuser la galerie. C'est qu'ils savent que
Compaoré ne viendra pas, il ne témoignera jamais. Allez, une première partie consacrée totalement au procès Thomas Sankara. On va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos invités, Louis Magloire Kemayo, Fioklo Adangbenou et David Diagbavi. Voilà.